Merci de nous rejoindre sur KM News 24, ensemble sur les rails d'International. Nous allons revisiter les grands moments de l'actualité mondiale. Et pour en parler, Ghislain Kougan est sur ce plateau. Merci de nous accorder votre préférence. Le plaisir est partagé, Donald. Nous allons immédiatement aborder le premier sujet de cette édition. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine samedi 30 janvier à Addis Abeba. Le président tchadien Idriss Déby Itno, désigné président de l'Union africaine. À l'occasion de l'ouverture du 26e sommet de l'UA à Addis Abeba, le chef d'État a été nommé pour un an à la présidence tournante de l'institution panafricaine. Il succède au président du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Je remercie mes collègues d'Afrique centrale qui m'ont proposé à cette haute et noble fonction et vous tous ici qui venez d'entériner leur choix. Terrorisme et rivalité politique. Face à l'urgence toujours plus grandissante, le président Idriss Déby, qui plaide pour la mise en place d'une force qui permettrait d'intervenir dans la prévention des crises, appelle les dirigeants africains à mettre fin aux antagonismes par la diplomatie. Il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. Des crises parfois insupportables. Soudan du Sud, Libye, Somalie, Burundi, Sahel, bassin du lac Tchad. Nous devons, par la diplomatie ou par la force, selon la nature et l'ampleur de la crise, mettre un terme à cette tragédie de notre âge. Crise politique et conflits armés continuent de fragiliser plusieurs pays du continent africain. Le terrorisme est également vif d'ouest en est. État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs en Somalie. Le nouveau président de l'Union africaine a 12 mois pour apporter des solutions de sortie de crise. Alors, beaucoup de sujets ont été abordés au cours de ce sommet de l'Union africaine. Si on met de côté un tant soit peu le cas du Burundi, peut-on dire que la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique subsaharienne va prendre d'autres tournures avec un Idriss Déby Itno lui-même en pointe dans cette bataille? Est-ce que la bataille va s'accélérer? Évidemment, puisque Idriss Déby, on le sait très bien, est d'abord un chef de guerre. Il va vouloir justement affirmer sa posture reconnue de chef de guerre. C'est surtout une victoire diplomatique pour Déby qui lui permet aujourd'hui de réhabiliter son pouvoir, qui est aujourd'hui au Tchad un peu critiqué par l'opposition, qui estime que Idriss Déby, à la lumière, à la faveur de cette victoire diplomatique, va écraser l'opposition à l'effet de briguer un nouveau mandat. Parce que vous savez très bien, nous sommes au Tchad à l'approche d'une élection présidentielle. Donc c'est du pain béni, c'est une situation bénéfique pour le président Déby. Évidemment, ça va l'amener à travailler suffisamment à travers, sinon encore plus, pour notamment contrecarrer les menaces djihadistes qui sont indigentes sur le continent. Mais Idriss Déby, ce n'est pas suffisant à lui seul. Vous savez très bien que les menaces sont diverses. AQMI, si vous voulez, les Chebabs, les menaces sont différentes. Et notamment, il ne suffit pas simplement d'être président de l'Union africaine en exercice pour être capable justement d'avoir tous les soutiens logistiques, financiers et également politiques pour venir à bout notamment de ces différentes menaces dont vous faites allusion. On a comme l'impression que le premier défi qui interpelle Idriss Déby porte justement sur le Burundi, dont j'évitais tout à l'heure d'en parler. Est-ce que l'Union africaine a suffisamment les moyens pour ramener, je vais dire entre guillemets, ramener à la raison le président burundais, Pierre Nkurunziza? Il s'agit d'abord de situer ce qu'on entend ici par raison. C'est quoi la raison? Quand vous dites raison, vous donnez le sentiment que le président Pierre Nkurunziza n'est pas dans son droit, qu'il déraisonne. Mais il se trouve qu'il y a eu un compromis, il y a eu des échanges. Et je tiens à rappeler quand même qu'à la rencontre avec l'Union africaine,
L'Union africaine, la dernière fois, a éludé la question de la légitimité d'un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. L'Union africaine a plutôt surfé sur la vague d'un dialogue, de la nécessité d'un dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. L'Union africaine aurait donc dû, à ce moment donné très précis, intervenir clairement sur la question et notamment évoquer sa position, ce qui n'a pas été le cas, contrairement à la communauté internationale, aux États-Unis, à la France, qui indiquait qu'il n'était pas opportun pour Pierre Nkurunziza aujourd'hui de briguer un nouveau mandat. Alors, quelle lecture faites-vous de l'initiative du président kényan qui propose justement aux États membres de l'Union un retrait collectif de la Cour pénale internationale? Quelle Je lecture trouve faites-vous? que cette initiative-là aujourd'hui gagne notamment d'un fait, qui est que le président Uhuru Kenyatta lui-même a subi, puisque c'est grâce à lui, il a été appelé à comparaître par devant les tribunaux, notamment la Cour pénale internationale, ainsi que son vice-président William Ruto. Et on a vu comment toute l'Afrique, notamment l'Union africaine, s'est mobilisée derrière lui pour que finalement cette issue lui soit favorable, pour qu'il se retire un peu de cette situation. Mais ce n'est pas une raison justement pour amener l'Afrique à quitter la CPI. Parce que si on tend vers cette logique, parce que le président tchadien, et vous faites bien de l'indiquer, a évoqué cela, qu'on se rend compte que finalement la CPI est une justice qui s'occupe uniquement de l'Afrique. Le propos est bien clair, hein? Ils ont le sentiment que cette juridiction internationale ne s'attaque qu'à des pays africains. Qu'à des pays africains. Et quand on regarde dans les faits, c'est vrai. Voilà le procès de Laurent Gbagbo qui est inédit, un président qui est aujourd'hui à La Haye. Il y a également Thomas Lubanga. Donc quand on regarde très bien dans l'escarcelle de la CPI, on a le sentiment que évidemment ce sont les Africains qui sont visés. Mais est-ce que l'imperfection de la CPI pourrait remettre en question notamment ce qui se passe sur le continent africain? Regardons très bien ce qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo avec les morts, les viols partout. Regardons très bien ce qui se passe au Burundi, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous l'avez évoqué parce que vous savez qu'il y a une instabilité au Burundi. Regardez ce qui se passe au Soudan du Sud aujourd'hui. Est-ce que ces crimes-là, on peut les légitimer? Est-ce qu'on peut dire non, il faut choisir entre ces deux situations, entre ces présidents qui estiment que leur honneur est bafoué et ce peuple-là qui souffre des exactions de certains de ces présidents? Parce que ce qui se passe au Soudan du Sud, par exemple, c'est quoi? C'est une bataille entre Riek Machar et le président Salva Kiir. Il s'agit des Africains. Mais qui est-ce qui souffre? C'est plus des centaines de milliers de morts. C'est plus de 2,5 millions de déplacés. Donc il va falloir choisir entre les présidents qui estiment que non, il ne faut pas égratigner notre honneur, nous sommes comme un président, il ne faudrait pas qu'il y ait la CPI et ce peuple qui souffre le martyre véritablement. Donc c'est un peu complexe. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps de penser à créer une cour pénale africaine dans ce contexte-là? Justement, l'idée germe, mais quelle serait la valeur d'une cour pénale africaine quand les pays africains, les présidents africains ne sont pas capables de parler d'une même et unique voix? Quand il n'y a pas déjà une communauté politique pour qui soit assise sur une communauté économique, quand ces présidents avancent très souvent en rang dispersé. Je prends le cas simple aujourd'hui. On a vu comment toute l'Union africaine s'est mobilisée contre la CPI pour qu'on puisse arrêter les charges contre le président, les présidents kenyans, puisqu'il s'agit du président et de son vice-président. On n'a contrairement pas vu l'Afrique se mobiliser ou alors s'exprimer sur le cas de Laurent Gbagbo pour dire voilà, voici notre position. Il y a eu uniquement Thabo Mbeki qui s'est exprimé. Vous voyez que voilà les sujets sur lesquels il fallait qu'on ait le point de vue de l'Afrique tout entière, de l'Union africaine qui jusqu'ici reste flou. En dehors par exemple du président équato-guinéen qui a dit clairement que c'était un faux procès, qu'il n'était pas question qu'on puisse juger Laurent Gbagbo, mais le reste c'est quand même 53 ou 54 pays, l'Afrique. Alors si je vous comprends bien, la Cour pénale africaine va manquer peut-être d'une force de coercition? Bien évidemment, et d'une sérénité, d'une façon des magistrats qui sont à même de rendre une justice impartiale, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas une vacuité du pouvoir où vous aurez ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire, où vous avez le président Alassane Dramane Ouattara qui a dit en son temps que la Côte d'Ivoire n'était pas capable aujourd'hui de juger Laurent Gbagbo et qu'il a extradé à la CPI. Et aujourd'hui on comprend très bien à travers Fatou Bensouda qui est acculé, qui dit donc que le temps va arriver, qu'on va aussi s'attaquer au pro-Ouattara. Et voilà que Alassane Dramane Ouattara, en visite à Paris, dit que non, la CPI a fait ce qu'elle avait à faire et qu'il ne va plus envoyer les Ivoiriens à la CPI, que c'est terminé.
On va rester sur ce sujet puisque c'est une proposition émise par le président kényan. On va parler d'autre chose à présent. Le président nigérien sortant, Mahamadou Issoufou, qui postule pour un second mandat lors de l'élection du 21 février au Niger, a promis à ses partisans une victoire dès le premier tour. Le président Mahamadou Issoufou en route pour un nouveau mandat. C'est du moins ce qui ressort du congrès extraordinaire organisé par son parti, le PNDS Taraya, ce samedi 7 novembre à Niamey. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a en effet investi l'actuel président candidat au scrutin du 21 février 2016. En présence des militants venus de toutes les régions du Niger, le président du comité exécutif national du parti a rappelé les raisons qui motivent le choix du président sortant pour représenter le PNDS Taraya à la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, nous nous présentons devant le peuple du Niger, non pas comme des hommes et des femmes armés uniquement de leur bonne foi supposée et de la proclamation de celle-ci, mais comme des dirigeants politiques comptables de 5 années de gestion marquées par les défis qui lui sont propres et sanctionnés par un bilan qui est désormais un des grands mobiles de nos prétentions. Présent sur l'échiquier politique nigérien depuis décembre 1990, le PNDS Taraya est l'une des plus grandes formations politiques du Niger. L'actuel président de la République en était le premier secrétaire général. Absent lui-même à la cérémonie d'investiture, Mahamadou Issoufou aura besoin du soutien de tous les militants, mais aussi de tous les partis alliés pour espérer un second mandat. Ce soutien est surtout mobilisé par ses résultats, les résultats qu'il a présentés dès le premier mandat. Il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de chantiers, beaucoup d'emplois ont été créés dans ces pays. Le PNDS a toujours dit que construire le Niger, c'est bien possible. L'avenir meilleur pour le Niger, c'est bien possible. Il suffit que les Nigériens s'y mettent et nous croyons. Le Niger sera un pays émergent et nous allons combattre, en tout cas, le sous-développement. Ça, je suis certain, et c'est la vision du PNDS. 3 personnalités ont fait acte de candidature à l'élection présidentielle de février 2016 au Niger. Il s'agit de Mahaman Jean Padonou, leader de la Convergence pour la démocratie et le progrès, de l'opposant en exil Ama Amadou, investi par le mouvement démocratique nigérien pour la Fédération africaine, et Amadou Boubacar Sissé, président de l'Union pour la démocratie et la République. Selon le calendrier annoncé par la commission électorale, le premier tour du scrutin devrait avoir lieu le 21 février 2016. Un second tour est prévu le 20 mars 2016. Nous parlons donc de la présidentielle à venir au Niger. Alors, quels sont les indicateurs qui laissent croire au président sortant qu'il est sûr de passer dès le premier tour? Je pense que le premier indicateur, c'est que son concurrent direct, Ama Amadou, est aujourd'hui incarcéré depuis novembre pour une sombre affaire de trafic de bébés avec le Nigeria. L'ex-président de la Cour, je crois, de la Cour suprême de ce pays, qui est aujourd'hui dans les geôles et ne peut donc pas battre campagne, même si sur le terrain, son équipe bat campagne pour lui. Vous savez, une campagne est toujours porteuse quand vous avez le candidat. Une élection présidentielle, c'est un candidat face au peuple. Et si le candidat n'est pas là parce qu'il est emprisonné, ça fait déjà un handicap. Et vous savez très bien que Ama Amadou, qui est incarcéré aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'en 2011, le président Mahamadou Issoufou a remporté l'élection présidentielle au second tour. Parce que Ama Amadou, en 2011, est sorti troisième. A eu la 3e place, alors que Séni Oumarou était au second tour, a bataillé au second tour avec Mahamadou Issoufou. Et donc, c'est l'alliance, le ralliement de Ama Amadou avec Mahamadou Issoufou qui a permis au président sortant, aujourd'hui, de remporter l'élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, il est écarté et le président Issoufou estime que non, avec le travail qu'il a bâti au Niger aujourd'hui. D'ailleurs, il veut rentrer dans l'histoire en disant qu'il veut faire avec le Niger aujourd'hui ce qu'on n'a pas vu dans le pays depuis 25 ans, c'est-à-dire remporter une élection présidentielle au premier tour. Ce n'est pas arrivé au Niger depuis il y a de cela 25 ans. Alors, le président Mahamadou Issoufou minimise-t-il la position de l'opposition qui pense que sa réélection est impossible? Ça dépend. Vous savez, ce sont aussi les discours de campagne. Il faut montrer à l'autre qu'on a une force de frappe considérable. Et vous savez très bien que le parti au pouvoir compte aussi sur les moyens colossaux qu'a le pouvoir, les moyens financiers, notamment les moyens logistiques de l'État. C'est avec cela que Mahamadou Issoufou va battre campagne, parce qu'une campagne est une affaire d'argent.
qu'on le veuille ou non. Et étant président de la République, vous comprenez très bien que c'est facile de mettre la main à la caisse pour justement financer les campagnes. Il n'y a qu'à regarder ces affiches dans le pays, des très grandes affiches avec les conseillers en communication étrangers que l'on paye à prix d'or, ce que tout le monde ne peut pas se permettre au Niger. Mais je pense également que l'opposition est en train de travailler suffisamment pour une candidature, pour un blocage face au président au second tour. D'ailleurs, Séni Oumarou, et puis l'ex-premier ministre, je crois, Mahaman Ousmane, et puis également l'un des ex-commis d'État, Aboubakar Amadou Cissé, sont d'avis pour faire une alliance à l'effet de barrer la voie à Mahamadou Issoufou au second tour. Donc, au cas où on aura un second tour, tous ces 4 principaux opposants vont se rallier au candidat qui sera en face du président. C'est pourquoi je pense que ça va être compliqué et dur. Attendons d'abord de voir si Hama Amadou, comme le dit ceux qui font campagne pour lui, va réussir, parce que cela estime qu'on va porter le président Hama Amadou de la prison vers la présidence. Est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est un argument solide pour faire barrage au président sortant? Je pense que c'est intéressant. Si l'on prend en compte qu'en 2011, c'est le ralliement de Hama Amadou à la cause de Mahamadou Issoufou qui permet à celui-ci de remporter l'élection présidentielle, on peut estimer que ce candidat Amadoula a encore la même cote aujourd'hui. Et si on reconfigure l'élection de 2011, on peut comprendre que s'il se rallie plutôt à Séni Oumarou, qui était deuxième en 2011, on comprend que le président peut être sérieusement mis à mal. Mais il y a une donne qu'il faut évoquer, qu'il faut mettre en évidence ici. C'est que le président est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est aux affaires, il maîtrise tout, il sait comment battre campagne. Donc il y a un élément intéressant aujourd'hui qui pèse pour Issoufou, c'est qu'il est au pouvoir. L'autre élément, c'est qu'on ne sait pas s'il est capable aujourd'hui de remporter dès le premier tour. S'il remporte l'élection présidentielle dès le premier tour, ce sera directement intéressant pour lui, aussi historique. Mais si on va au second tour, ça peut être compliqué, mais on sait également que la politique, c'est quoi? C'est une affaire d'arrangement. L'opposition peut se fixer une issue aujourd'hui, et puis au second tour, les marchandages de postes, on propose le Premier ministre, ministre de ci. Donc la politique, c'est l'antre de l'incertitude. Restons donc en phase avec le Niger, puisque l'élection a lieu le 21 février. Nous y reviendrons dans notre prochaine sortie. Mais autre chose dans le menu d'International aujourd'hui, 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique australe suite à la grave sécheresse qui affecte les récoltes de la région depuis plusieurs mois. Selon un communiqué de l'ONU, le phénomène climatique El Niño est le grand responsable de ce drame en cours. Trop faible pour se relever, déshydraté, ce veau est condamné à mourir. Au nord de l'Afrique du Sud, le lac artificiel de Molatedi est vide à 95%. Le peu d'herbe qui reste ne permet pas de nourrir le bétail, et les éleveurs retrouvent tous les jours des carcasses. McDonald n'a pas d'autre choix que de les faire bouillir pour ses chiens. Cette vache n'avait plus d'énergie à cause de la sécheresse. Et quand elle a voulu boire dans le lac, elle s'est retrouvée coincée dans la boue. L'Afrique du Sud connaît sa pire sécheresse depuis plus de 30 ans. Dans cette région reculée, la saison des pluies n'est pas venue depuis plusieurs années. Beaucoup d'éleveurs préfèrent vendre leur bétail avant qu'il ne soit trop tard. Molemi résiste encore, tant qu'il a les moyens d'acheter de la nourriture pour ses vaches. D'habitude, nous leur donnons du tourteau jusqu'à la saison des pluies. Mais là, on va devoir continuer beaucoup plus longtemps, parce que vous voyez, il n'y a plus d'herbe, il n'y a rien dedans. Même si les vaches broutent, ça ne les nourrit pas. Un peu plus au sud, les grandes exploitations agricoles souffrent aussi. Riquier laboure ses champs dans l'espoir de pouvoir bientôt planter. Il a un système d'irrigation, mais il ne peut pas s'en servir. Les sous-sols sont trop à sec. Normalement, je devrais planter du maïs en ce moment, avec l'irrigation. Et comme il ne pleut pas, je ne peux rien faire. Je dois attendre. La dernière saison a déjà été marquée par de mauvaises récoltes, et la sécheresse menace celle à venir. Les prix risquent de monter, et les conséquences pourraient être dramatiques pour toute l'Afrique australe.
Nous envisageons le scénario où nous allons devoir importer et où nous n'aurons pas de stock suffisant pour exporter. Nos voisins nous achètent du maïs d'habitude, mais ce ne sera pas possible. Il faudra que les importations viennent d'ailleurs dans le monde. Les guérisseurs traditionnels sillonnent les villages de la province du Nord-Ouest, la plus touchée du pays, pour prier avec les fermiers qui attendent désespérément la pluie. Mais selon certains météorologues, les averses pourraient ne tomber qu'en mars 2016. Il y a de quoi s'en remettre à Dieu. Alors, la Corne de l'Afrique, et notamment l'Éthiopie, encore sous la menace d'une crise alimentaire. Une mauvaise nouvelle pour le continent ? Bien sûr, une mauvaise nouvelle pour le continent qui aujourd'hui est quand même classé parmi les plus mal lotis sur le plan de la sécurité alimentaire. On dénombre très bien que sur le continent, il y a quelques pays qui se battent, mais ce n'est pas encore suffisant pour atteindre notamment les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Donc c'est difficile, avec notamment cette sécheresse qui s'annonce du côté de l'Éthiopie, par exemple, avec ce changement climatique. Et notamment, on interpelle ici le programme alimentaire mondial pour que ce pays-là puisse sortir de l'ornière. Parce que vous savez très bien que même si le gouvernement éthiopien a mobilisé 381 millions de dollars pour justement subvenir aux besoins alimentaires des populations, ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, donc ce n'est pas que le pays va sombrer, c'est qu'il y a une période où il y a une sécheresse en attendant le retour des récoltes. Et pour subvenir aux besoins des populations à ce moment donné, le pays est incapable notamment de mobiliser plus de fonds que cela. C'est pourquoi on tend la main, on crie, on appelle aux âmes bien sensibles, aux âmes sensibles au programme alimentaire mondial pour aider le pays, puisque ce que le PAM donne aujourd'hui, il s'agit uniquement d'un quart de ce qu'il faut pour que l'Éthiopie puisse subsister jusqu'à, je crois, les 6 premiers mois de l'année 2016, en attendant le retour des récoltes qui est prévu, je crois, pour juin-juillet. Donc il s'agit véritablement de cela. Donc ce changement climatique qui est un peu bizarre, parce que vous avez dans un même pays où à l'ouest il pleut, au nord il y a une sécheresse, mais alors ardue. Donc c'est difficile, et je pense qu'il s'agit ici notamment de savoir planifier, anticiper aussi et programmer les choses pour ces pays-là. Alors quelles sont les solutions perceptibles sur le terrain, d'autant plus que le programme alimentaire mondial éprouve des difficultés justement à combler ce vide, à sécuriser l'alimentation de ces pays? Est-ce que la communauté internationale n'a pas prévu peut-être une autre collecte? C'est ce qui va se faire. Mais pour l'instant, c'est la raison pour laquelle cette situation est décriée. Parce qu'on se rend compte que l'Éthiopie et d'autres pays, Djibouti, Madagascar, ne peuvent pas subvenir à eux-mêmes à ces difficultés-là. C'est pourquoi aujourd'hui on commet des papiers, on fait des reportages pour notamment stigmatiser, pour attirer l'attention sur cette préoccupation qui va déjà au-delà des compétences et des capacités même du programme alimentaire mondial qui se bat comme il peut. Donc c'est l'occasion maintenant pour les ONG, c'est l'occasion pour ces pays européens de s'inscrire dans la dynamique des actions sur le terrain, de venir en aide au pays, au lieu à chaque fois de s'ériger simplement en procureur quand il s'agit des actions politiques qui sont posées contre celui-ci ou contre les intérêts d'un tiers. Donc c'est maintenant qu'il faut joindre la parole aux actes et venir en aide à ces populations qui souffrent le martyre. Il faut véritablement le faire. On se rappelle bien à une certaine époque l'aide alimentaire à l'Éthiopie. Nous ne voulons pas que cela arrive une fois de plus. On va parler d'autre chose sur le plateau d'International aujourd'hui. Après des mois de campagne, les candidats aux primaires en vue de la présidentielle américaine se sont soumis lundi 1er février au verdict des électeurs de l'Iowa, les premiers à se prononcer dans le pays. Le sourire ultra bright du milliardaire masque difficilement sa déception. L'Iowa ne s'est pas donné à Donald Trump. Petite leçon express de modestie pour celui qui écrivait sur Twitter que personne ne se rappelle jamais de celui qui arrive deuxième. On a terminé deuxième, mais je vais vous dire, je suis honoré, vraiment honoré. En tête, Ted Cruz n'a pas vraiment gagné sur ses idées, il a les mêmes que Trump, mais récolte les fruits d'une campagne de terrain acharnée, fort du soutien des églises évangélistes, très puissantes dans l'Iowa. D'ailleurs sur scène, voici ses premiers mots de vainqueur. Avant tout, laissez-moi dire gloire à Dieu. À noter la très belle troisième place de Marco Rubio, le sénateur de Floride, est une alternative crédible au populiste Trump et à l'ultra-conservateur Cruz. Côté démocrate, Hillary Clinton l'emporte d'un cheveu contre Bernie Sanders. Elle constate qu'elle ne déclenche pas vraiment d'enthousiasme.
Quelle nuit incroyable, quelle belle campagne. Alors le sénateur du Vermont peut y croire et repart tout de suite en campagne. Ce que l'Iowa a accompli ce soir, c'est une révolution politique. Sanders sonne la révolte sociale dont Hillary Clinton devra tenir compte pour ne pas perdre la main. Alors, vous l'avez suivi, Ghislain, tout ce qui s'est passé de ce côté-là à l'Iowa. Pour ce premier jet électoral, comment est-ce que les militants du Parti démocratique ont réussi démocrate autant pour moi, ont réussi à départager Hillary Clinton et le sénateur Bernie Sanders? Vous parlez du ping-pong. Je pense pile ou face. Pile ou face. On comprend très bien que Hillary Clinton, qu'on le veuille ou non, est à mal dans cette situation. On ne peut pas comprendre avec le passé qu'elle a, avec les relations diplomatiques. Elle a quand même été secrétaire d'État de Barack Obama. Elle bénéficie quand même du capital sympathie de son mari, qui a quand même dirigé les États-Unis durant 2 mandats, Bill Clinton, dont elle a déjà un nom, le nom Clinton. Elle a également un parcours. Elle a été secrétaire d'État à la Défense. Malgré tout cela, elle vient à se faire bousculer par Bernie Sanders, qui lui vient de nulle part, entre guillemets. Je veux dire qu'avant cette campagne, on ne connaissait pas très bien Bernie Sanders, tout comme de l'autre côté, on va évoquer Trump, la rafale, quoi. Ouais. Donc, j'indique simplement qu'ici, le véritable vainqueur dans le camp démocrate de l'Iowa, c'est bien sûr Bernie Sanders. Parce que amener Hillary Clinton, qui est une classique si on veut, et qui a une forte personnalité, qui est un fort personnage, à se départager, et de quelle façon? Ça veut dire quand même que Hillary Clinton a véritablement beaucoup à faire. Parce que vous avez écouté dans votre reportage, on dit que Bernie Sanders sème la révolte sociale. Ça veut dire que véritablement, il y a de quoi inquiéter Hillary Clinton. Et vous savez que ce n'est qu'un début. Il y aura la suite, le New Hampshire, il y aura toute une campagne qui va se faire, toutes les choses. Donc, il y a beaucoup à faire. Hillary Clinton ici prend la mesure de la situation. Elle n'a pas vraiment beaucoup de sympathie de ce côté. Au regard de cette pratique du pile ou face, peut-on dire que les démocrates qui s'attendaient justement au couronnement haut la main de Clinton ont eu la place à un show de clown? Ils ne s'attendaient pas à ça. Bien évidemment. Je pense également qu'il s'agit aussi d'une donne. Hillary Clinton, qu'on le veut ou non, est une dame. Elle a battu campagne, ce n'est pas la première fois. Je tiens à préciser que contre Barack Obama, elle a perdu ici. Il s'agit d'un vote symbolique, l'Iowa. C'est une localité, une région qui est pauvre, qui est rurale. Il n'y a pas d'université. Pour ces candidats populaires qui veulent le soutien des jeunes et des étudiants, ce n'est pas le lieu indiqué. Mais il s'agit d'un vote symbolique qui est rentré dans les mentalités parce que quand vous démarrez une campagne, quand vous démarrez une compétition, il est toujours bien de la démarrer en gagnant. C'est pourquoi c'est symbolique, c'est intéressant ici de gagner avant de démarrer la campagne. Il y a certainement les primaires, la suite des primaires. Mais maintenant, est-ce que ces primaires ne laissent pas aussi entrevoir une reprise du pouvoir par les Républicains? Une reprise du pouvoir par les Républicains sans la logique, la politique de la chaise, vous prenez, après je prends. C'est vrai que ça se fait aux États-Unis. Mais je comprends que les Républicains peuvent reprendre la main. Parce que quand vous regardez très bien Trump, qui a été surpris, il croyait qu'il allait remporter. Les Américains, à la fin, se sont dit, mais tenez, où est-ce qu'on va? Il faudrait qu'on retourne à la base. Ce Trump qui est contre les musulmans, les noirs et tout ça. Donc, je pense qu'avec Ted Cruz, au fur et à mesure de la campagne, on comprendra véritablement les idées, les idéologies et aussi ce que les républicains veulent proposer aux États-Unis. On sait déjà pour les démocrates qu'Hillary Clinton est bien parti, mais je pense encore une fois que l'aspect diplomatique, le rendement diplomatique de Hillary Clinton quand elle était au secrétaire de Barack Obama n'est pas quelque chose de reluisant. Je veux dire que la politique étrangère, si on veut, de Hillary Clinton ne pèse pas pour elle au cas où elle serait investie candidate démocrate à la fin de tout ce processus. Et voilà qui met un terme à cette autre édition d'International. Merci à tous et à vous, Ghislain. Je vous serai gré de vous revoir sur ce plateau. Avec le même plaisir, Donald. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.